Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année 2020 a illustré que la compétition stratégique et la concurrence militaire s'imposaient désormais à l'Europe. L'universalisme américain, les guerres hybrides russes, l'aventurisme turc, l'expansionnisme chinois ont sonné le glas d'une époque, celle des promesses de paix des années 90, déjà bien compromises par le terrorisme islamique. L'Europe doit tirer les leçons de ce nouvel environnement géostratégique pour demeurer un acteur de paix. Cette noble ambition qui motiva sa création, l'Union européenne doit désormais s'affirmer comme puissance. Car le risque existe, il faut en être conscient, d'un déclassement de la France et aussi de l'Europe. Et pour y faire face, la coopération européenne en matière de défense apparaît comme la réponse efficace, complétée au besoin par des coopérations bilatérales franco-allemandes ou franco-britanniques. À l'automne 2017, notre revue stratégique de défense et de sécurité a affirmé clairement et de manière inédite que la France n'envisageait plus de développer seule certaines capacités indispensables à ses forces armées, mais les concevrait désormais dans un cadre européen. En décembre de la même année, sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, une coopération structurée permanente européenne a vu le jour, impliquant 25 États. 45 projets collaboratifs ont été entérinés dans ce cadre et sont éligibles à un financement du Fonds européen de la défense, dont le budget a été fixé à 7 milliards d'euros pour la période 2021-2027, soit un sixième du budget de recherche et de développement de défense des États membres et du Royaume-Uni. Par ailleurs, autre fait majeur, à l'initiative du président de la République, plusieurs États européens, incluant le Danemark et le Royaume-Uni, ont adhéré à l'initiative européenne d'intervention, un cadre particulièrement souple qui permet aux États qui le souhaitent de développer une culture d'intervention commune. Ces initiatives sont à saluer, mais nous voyons aujourd'hui les difficultés s'amonceler. Comme l'ont mis en évidence nos collègues Pouzyref et Tabarot dans leur rapport sur la coopération structurée permanente, les engagements pris par les États membres ne sont pas tous tenus. Le grand nombre de projets adoptés fait peser un risque de dilution sur cet embryon de politique européenne, alors même que l'OTAN demeure l'unique horizon de la politique de nombreux États, tout comme l'achat américain, celui de leur politique d'équipement. En matière de coopération capacitaire franco-allemande, les projets en cours, notamment le char et l'avion du futur, constituent des programmes structurants, tant pour les armées que pour les filières évidemment industrielles de défense. Les négociations sur les prochaines étapes de ces programmes n'ont pas encore abouti et visent à obtenir un juste équilibre entre les intérêts industriels français et allemands, tout en assurant la logique du meilleur athlète, qui est la seule capable d'assurer sur la durée la maîtrise des coûts et des délais. Un accord bénéfique aux différentes parties, même s'il est complexe par nature et qu'il faut l'aborder sans naïveté, semble une bonne voie. Enfin, concernant la coopération franco-britannique, le Brexit fait planer une incertitude sur le futur de notre relation de défense avec le Royaume-Uni. Comme l'ont souligné nos collègues Marie Lossian et de la Verpillière dans leur rapport retraçant le bilan des accords de Lancaster House, dont le 10e anniversaire a été célébré récemment, l'enjeu est pourtant de taille. Nos deux pays représentent 60% des dépenses européennes de défense et 80% des dépenses de recherche et de développement en la matière. Le Royaume-Uni est le seul autre pays européen à avoir à la fois la capacité, mais aussi la volonté de mener des opérations militaires, y compris de combat, là où leurs intérêts l'exigent, là où la présence de l'Europe est attendue, souhaitée et soutenue. Nous ne pouvons pas nous passer de cet allié, qui vient d'ailleurs d'annoncer une nouvelle hausse de son budget de défense de 18 milliards d'euros sur 4 ans. Donc, l'Europe demeure un combat politique que l'on ne peut repousser à un horizon plus lointain. J'attends avec impatience la tenue d'un nouveau sommet franco-britannique qui permettra de dessiner le futur des accords de Lancaster House. Mais nous devons faire davantage. L'adoption d'une boussole stratégique européenne, prévue au cours du premier semestre 2022 sous présidence française, sera notamment l'occasion d'une analyse commune des menaces qui permettra
d'en déduire des orientations stratégiques, les instruments et les capacités dont l'Union a besoin. Dans cette attente, la France doit continuer à jouer un rôle moteur en maintenant la trajectoire définie par la loi de programmation militaire, en préparant une future LPM aussi ambitieuse que la LPM actuelle. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente.